ce nouveau Medavis Live, aujourd'hui intitulé Fiscalité pour les libéraux, nouveautés 2023 et les erreurs à éviter. C'est avec grand plaisir que j'accueille Monsieur Delage, qui est comptable, chef de mission profession libérale à la compagnie fiduciaire et par ailleurs aussi mon comptable. Voilà. Bonjour à tous. On se connaît à plusieurs titres. Je vais vous présenter rapidement Medavis, le temps que tout le monde se connecte, et j'en profite pour vous lancer un premier petit sondage hyper simple. Avez-vous un comptable? Oui, non. Ça va permettre d'adapter un peu l'exposé en fonction de vos réponses. J'espère que vous m'entendez tous bien. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions-réponses, échanger directement via la fenêtre de chat. Et voilà, bon, le respect du secret médical pour ce live, ce n'est pas forcément la préoccupation. Pour toutes les questions techniques sur Medavis, votre contact principal, c'est Anya, qui a le mail qui s'affiche en bas. Aujourd'hui, au programme, on va commencer par les nouveautés fiscales en 2023 pour les libéraux. Un petit mot sur le conventionnement, le déconventionnement, on en parle de plus en plus, mais finalement, fiscalement, qu'est-ce que ça a comme impact? La retraite, on en a aussi un petit peu parlé cette année. Quels sont les points d'attention pour les médecins libéraux? Un comptable, utile, c'est pas utile, je ne sais pas quoi faire, on va voir. Et puis, à la fin, Monsieur Delage vous a remis toutes les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Et voilà. Medavis en quelques chiffres. Medavis, c'est une communauté de 9500 praticiens, dont probablement certains d'entre vous font partie, qui est répartie sur 50 spécialités. On accompagne aussi 70 environ projets de CPTS. Et on est la 3e communauté nationale de médecins en termes de télémédecine. On est très content. Notre offre essentielle, elle est adaptée à tous les libéraux. On a la téléconsultation de façon sécurisée qui reste à la main du praticien, toute la brique de facturation et puis, si nécessaire, les émissions de feuilles de soins directement. Les avantages de Medavis en 6 points, la maîtrise des dépenses. Vous ne dépensez pas plus que ce que vous consommez. C'est le praticien qui décide des téléconsultations. Ça reste entièrement à votre main. C'est simple, c'est efficace. L'interface, elle est vraiment le plus intuitif possible. L'équipe du service client avec Anya et son équipe que vous avez vu toujours disponible, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de conditions. Et dernier point qui n'est pas le moindre, c'est une solution qui est hyper sécurisée. On a eu cette année la certification ISO 27001. Alors, c'est comme toutes les certifications assez compliquées à avoir et on est très fiers de l'avoir décroché. Et il y a quelques semaines, la certification HDS, donc hébergeur de données de santé. Et on est vraiment ravis. Qui sommes-nous? Donc Medavis a été créé en 2014, c'est une entreprise vantaise qui est toujours vantaise et on a 35 collaborateurs actuellement. Et voilà, il fait beau en Bretagne. Les résultats du sondage, grande majorité, 75% des participants ont un comptable déjà, Monsieur Delage, mais il y en a quand même 25% qui n'en ont pas et qui auront certainement plein de questions. Si vous avez des questions, encore une fois, il y a le petit onglet. Hop, mettre fin au sondage et voilà. Et maintenant, Monsieur Delage, je vous laisse vous présenter, puis on va commencer tranquillement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, donc je suis Vincent Delage de la compagnie fiduciaire, une société d'expertise comptable qui est située sur Bordeaux, mais nous avons des établissements un peu partout en France. Voilà, moi je suis à la compagnie fiduciaire depuis 34 ans et je me suis spécialisé dans les professionnels libéraux. Donc, j'ai accepté l'invitation de Dr Camus, de Nicolas, pour répondre à certaines petites questions que vous vous posez.
Alors, je sais que votre communauté ne réunit pas uniquement des médecins, mais ça peut être aussi des paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, kinés ou autres. Donc là, les sujets abordés vont concerner les médecins, mais pas seulement. Donc, j'ai essayé de répondre aux questions que tous les médicaux et paramédicaux pouvaient se poser. Et c'est surtout l'actualité, les choses importantes que j'ai vues apparaître cette année, que moi, lors des rendez-vous auprès de mes clients, j'abordais systématiquement en entrée de rendez-vous avant de présenter les comptes. Alors, euh, tout d'abord, il y a une petite chose qui est apparue avant de regarder les nouveautés fiscales de l'année. Vous avez tous, les professionnels de libéraux individuels, maintenant une obligation depuis le 15 mai 2022 de mentionner sur toutes vos correspondances, tout document comptable, quel qu'il soit, et surtout, je dirais bien surtout, votre compte bancaire, la mention entreprise individuelle ou EI. D'accord. Ceci résulte d'une réforme qui est intervenue en 2022. Avant, il y avait l'EIRL qui a disparu et qui maintenant, les avantages de l'EIRL a été étendu à toutes les entreprises individuelles. Donc, la responsabilité sera limitée à l'activité professionnelle et aux biens détenus par le professionnel sur son compte professionnel. Mais si vous voulez, à ce titre-là, le législateur a voulu que vous matérialisez votre sphère privée de votre sphère professionnelle. Donc, pensez bien tous à mettre sur votre compte bancaire la mention entreprise individuelle ou EI précédant ou suivant votre dénomination professionnelle. D'accord? Alors ça, vous trouvez cette documentation à l'URSSAF, sur l'URSSAF, sur le site de l'URSSAF, hein, vous trouvez ce que je viens de vous dire. Vous le trouvez aussi sur le site des impôts, qui vous dit au passage que si vous ne remplissez pas si vous ne faites pas le nécessaire, hein, notamment sur votre compte bancaire, sur vos factures que vous demandez à vos fournisseurs, etc., vous êtes susceptible, bien entendu, avec l'administration fiscale, il y a toujours une menace d'être redevable d'une pénalité qui va, je crois, de l'ordre de 760 €. Bon, je pense qu'avant de mettre en œuvre ce genre de choses-là, ils ne vont pas le faire systématiquement, mais c'est quand même un point important. Surtout, ceci concerne, je pense, davantage aux paramédicaux, à savoir surtout les infirmiers, dans le cas de restitution d'indus. C'est très important pour vous, hein. Il y a certains syndicats infirmiers qui l'ont fait apparaître sur leur blog de manière insistante, hein. Alors ça, Donc, c'était… je demande à mon banquier de ne plus m'appeler sur mon compte bancaire. Je ne m'appelle plus docteur Nicolas Camus, je m'appelle docteur Nicolas Camus EI. EI, voilà, ou docteur entreprise individuelle, si vous avez envie de mettre le mot, ou vous le mettez EI docteur Nicolas Camus, voilà, vous avez toute latitude à ce niveau-là. Voilà, ok. Alors ça, c'était la première chose, c'est quand même assez important, c'est quelque chose qui est passé, qu'on a pris un peu à la légère au début, mais je vois que maintenant, dans un certain bloc de syndicats paramédicaux, ça revêt une importance de plus en plus grande, je vous le dis encore une fois, dans le cadre de la protection vis-à-vis des indus. Voilà. Deuxième chose un petit peu importante, et ça c'est d'ordre général, vous avez peut-être entendu parler aux informations, bien qu'on n'y attache pas une grande importance à cela en ce moment. Vous avez tous les contribuables français propriétaires d'une résidence à usage de biens à usage d'habitation doivent faire une déclaration d'habitation sur leur espace impôt Gouv. Vous allez voir, il y a vous rentrez sur votre espace impôt Gouv personnel, à l'endroit où vous faites votre déclaration de revenus, si vous la faites faire ou si vous la faites directement, ou entrez-y si c'est votre comptable qui l'a fait à votre place, parce que peut-être qu'il ne fera pas cette formalité. Vous allez voir un onglet biens immobiliers et vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître tous les biens dont vous possédez en usufruit et vous avez une obligation à ce titre-là de déclarer si c'est une résidence principale, si c'est un bien loué, si c'est loué nu, si c'est loué meublé, si c'est vacant. Et si c'est loué nu, la date du bail, le
locataire le montant du loyer. C'est important parce qu'encore une fois, il y a encore une sanction si vous ne faites pas vos devoirs. La date butoir, c'est le 1er juillet 2023 et la sanction, c'est 150 € par bien non déclaré. Donc, méfiez-vous. Par exemple, si vous avez une piscine ou un garage non attenant à la maison, eh bien, vous allez avoir 3 biens qui figurent sur votre espace et ça ferait 3 fois 150. Là, encore une fois, parce que ça risque de faire un gros scandale au niveau national, je pense que il va y avoir des mises en demeure et qu'ils ne vont pas envoyer de l'artillerie lourde de suite, mais pensez-y, c'est quelque chose qui est attendu par l'administration fiscale. Hein. Voilà. Alors ça, c'était pour les généralités, hein, pour les professionnels et pour leur déclaration de revenus. Ensuite, je vais rentrer un petit peu, Nicolas, vous regardez un petit peu le temps parce que je suis un peu bavard, Oui. vous le savez. Alors, Bon, pour les spécificités de l'année en cours, alors, tous ceux qui ont acheté un fonds libéral, ça existe surtout chez les paramédicaux, d'accord, moins chez les médecins, vous avez la possibilité depuis le 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 décembre 2025 de amortir votre fonds libéral. C'est-à-dire qu'avant, vous ne pouviez pas amortir, vous achetiez une patientèle, un droit de présentation, ce qu'on appelle un droit de présentation. C'était un élément incorporel non amortissable, vous ne pouvez pas le passer en charge. Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, vous allez pouvoir l'amortir, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur 10 ans. D'accord? Vous allez pouvoir le passer en charge. C'est quelque chose de très important qu'on peut passer très facilement à côté, que même certains comptables peuvent passer à côté. Voilà. Deuxième chose importante pour l'année 2022, c'est la dernière année, comme disait Nicolas tout à l'heure, enfin non, il abordait avec moi le sujet juste avant la réunion, la dernière année de majoration de votre bénéfice BNC si vous êtes non adhérent à une association agréée. Cette majoration était pour 2022 de 10%, ce qui fait que pour 2023, un adhérent ou un non-adhérent sera imposé sur le même bénéfice, pas de majoration. D'accord? Alors, on verra un petit peu les répercussions, surtout pour les médecins. On va en reparler juste après. Deuxième petite chose qui est importante pour l'année 2022, c'est que tout professionnel, et ça aussi c'est quelque chose qu'on passe largement à côté, tout professionnel qui engage des frais de formation durant l'année, avec du temps qui passe pour ces formations, a droit à un crédit d'impôt pour formation du chef d'entreprise, qui est un crédit d'impôt qui est de 40 heures, maximum 40 heures de formation, multiplié par le taux du SMIC, qui est de 11,07 l'année dernière. Bon, sachez que ce montant a été, pour l'année 2022, multiplié par 2. Donc, si on fait 40 multiplié par 11,07 fois 2, vous avez un crédit de 886 € si vous avez fait 40 heures de formation durant l'année. Attention, il faut avoir engagé des frais. Si c'est des formations gratuites, vous n'y avez pas droit. Mais bon, il y a toujours des frais d'adhésion, d'hébergement, enfin, de déplacement, etc. Donc ça, c'est propre à l'année 2022. Je ne sais pas si ça sera reconduit pour l'année 2023. Il faudra voir le projet de loi de finances de l'année 2023. Je reviens donc pour, là ça concerne un peu plus les médecins conventionnés secteur 1. Il fallait faire très attention cette année entre les médecins conventionnés secteur 1 bénéficient de 3 types d'abattements. L'abattement 2% qui couvre des frais tels que le blanchissage, la restauration, les petits cadeaux, et les frais de prospection et les petits déplacements. Alors, soit vous avez, les médecins secteur 1, le choix de déduire en réel ces sommes-là, ou alors de ne pas vous embêter de déduire 2% de vos honoraires conventionnés, d'accord, à titre forfaitaire. Donc, il faut comparer entre l'abattement forfaitaire et les frais réels. Les non-adhérents à une association agréée peuvent bénéficier jusqu'à présent
un abattement complémentaire de 3% qui ne représente rien du tout et un autre abattement qui s'appelle abattement de groupe 3. D'accord? Voilà. Alors, ce cumul d'abattements 2, 3 et groupe 3, il faut le comparer avec un bénéfice majoré à 10%. Je m'explique. Soit le professionnel libéral désire bénéficier de la non-majoration de son bénéfice de 10%, mais dans ce cas-là, il n'applique pas les abattements complémentaires de 3% et groupe 3, soit il désire bénéficier des 3 abattements, mais son bénéfice sera majoré de 10% une fois ces abattements pratiqués. Donc, il faut comparer, ça c'est ce que fait le comptable, les deux situations pour voir ce qui est le plus avantageux. Voilà. Demander à bénéficier de l'abattement sans les groupes 3 et 3%, ou ne pas demander l'abattement à la non-majoration, ou demander la majoration de 2%, de 10%, mais bénéficier des 3 abattements. Donc ça, c'est un petit jeu qu'il faut faire pour optimiser son bénéfice fiscal de l'année 2022. Voilà. Alors ça, c'était pour les spécificités, enfin les éléments relativement significatifs que j'ai relevés sur l'année 2022. Ensuite, il y avait un deuxième item que m'avait proposé Nicolas, c'était le conventionnement ou non, les impacts. Vincent, Oui. sur l'association l'AGA, donc là, si je comprends bien, il n'y a plus forcément d'intérêt d'y adhérer, ou peut-être que vous allez revenir après dessus. Alors, il y a une mention sur les ordonnances, membres agréés du NAGA et acceptant les chèques à ce titre-là. On peut toujours accepter des chèques, même si on ne fait plus bien sûr, du NAGA. il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Sauf que, bon, si vous n'êtes plus adhérent à NAGA, il faudra supprimer cette mention, mais vous acceptez, bien entendu, les chèques en règlement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, comme tous les professionnels libéraux, quoi, à ce titre-là. Hein, voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je reviens sur je suis allé un petit peu vite. Le dernier avantage d'être membre d'une association agréée, c'est que pour ceux qui ont un chiffre d'affaires, des recettes inférieures à 72 600, si vous êtes adhérent à une association agréée, vous continuez à bénéficier de ce qu'on appelle la réduction d'impôt pour frais de comptabilité qui représente 915 €. Alors ça demeure. Alors pour ceux qui sont inférieurs à ce chiffre-là, il y a un intérêt fiscal, on va le dire, d'accord? Pour ceux qui sont au-dessus de 72 600 de chiffre d'affaires, l'intérêt est moindre, mais bon, vous êtes rassurés parce que vous avez l'œil de Moscou de l'association agréée qui jette un coup d'œil par-dessus vous ou par-dessus votre expert comptable si vous n'avez pas trop confiance en lui. Et est-ce qu'on a du coup moins de chances, enfin, moins de risque d'avoir un contrôle fiscal si on est membre du NAGA, ou est-ce que ça… C'est ce que laissent planer les associations agréées en indiquant, voilà, ils vont cibler davantage les personnes qui ne sont pas adhérents à une association agréée. Moi, je suis un peu réservé sur cet argument parce que quand même, ici au cabinet, je vois le nombre de contrôles fiscaux que nous avons sur les professionnels libéraux qui sont quand même relativement limités. Généralement, les contrôles fiscaux sont téléguidés par la CPAM, d'après ce que j'ai pu voir, à 90%. C'est-à-dire que s'il y a un doute de la CPAM sur l'honnêteté du praticien, il ne s'embête pas, il demande à l'administration fiscale d'aller un petit peu jeter un coup d'œil sur les comptes avant qu'ils n'interviennent ou en même temps. Voilà. Donc, l'argument pour moi, n'est pas trop recevable. Voilà. OK. Le temps tourne. Oui. Conventionnement, déconventionnement, fiscalité, Oui. quel est l'impact? Est-ce qu'on le Alors, sait déjà? Alors, là, j'ai commencé un petit peu à dévoiler l'intérêt juste avant, là, en vous parlant d'abattements 2%, 3%, groupe 3. Tous ces abattements que je vous donne et qui sont quand même assez significatifs sont pour des médecins conventionnés secteur 1. Donc, vous sortez du conventionnement,
du conventionnement, vous avez ces abattements qui disparaissent. D'accord? Donc, ça a un impact et fiscal et social, parce que c'est la même base de calcul. D'accord? Donc, il faut bien y réfléchir. Déjà, ça, c'est au niveau fiscal. Au niveau social, en tant que médecin conventionné secteur 1, alors ça ne concerne pas les paramédicaux, enfin si, ça le concerne pour la cotisation maladie. Votre cotisation maladie est normalement de 6,5% de votre bénéfice non commercial et il est pris en charge à hauteur de 6,40 par la CPAM. Si vous n'êtes pas conventionné, cet abattement, cette prise en charge CPAM disparaît, ce qui est le cas des médecins conventionnés secteur 2, qui n'ont pas cet abattement. D'accord? Deuxième chose, vous avez un abattement aussi sur les allocations familiales. À ça, je suis désolé de dire à tous les paramédicaux qui nous écoutent que ça ne les concerne pas, ça ne concerne que les médecins conventionnés secteur 1. Mais sachez que si vous avez un bénéfice qui dépasse 102 000 euros, 102 840 exactement, votre taux est de maximum 1,24. Sachez que, par contre, les paramédicaux, malheureusement, sont un peu moins bien lotis que vous, les médecins conventionnés secteur 1, parce que dès 57 000 euros, ils ont une contribution à 7,10 sans prise en charge. Donc, encore une fois, vous avez 1,9% qui saute à peu près, 1,9% qui saute du fait de la perte du conventionnement. D'accord? Alors, ensuite, on pouvait juste, je n'ai pas d'informations complémentaires, je vais faire des documentations cet été à ce sujet-là. Certains de vos confrères médecins veulent sortir de la convention pour certains actes et pas d'autres, pour ne pas trop pénaliser les patients. Mais je pense, pour moi, que si, par exemple, pour les arrêts de travail, vous avez décidé de sortir de la convention, vous vous excluez de la convention totalement. D'accord? C'est pas, j'applique la convention pour un élément, mais pas pour un autre, pour un acte et pas pour un autre. Alors ensuite, comment ça sera mis en œuvre par la CPAM? Ça, je ne peux pas trop vous le dire. Tout ça, ça fait l'objet de recherches que je vais faire cet été parce que c'est des questions qui vont revenir de manière récurrente auprès des praticiens. Okay. Ensuite, il y avait le temps passant. Le point sur les retraites. J'ai plus de 40 ans ou j'ai plus de 50 ans. Est-ce qu'il faut que je commence à m'en soucier? Bon, on ne va pas discuter sur l'âge de départ à la retraite, hein, mais voilà, sur un petit peu comment est-ce que je peux la préparer. Moi, j'avais entendu parler des plans d'épargne retraite. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Quels sont les points d'intention? Alors, j'aborderai le père en dernier, d'accord? Vous recevez à l'âge de 40 ans et 50 ans des relevés de carrière. Je vous engage tous à bien jeter un petit coup d'œil, ça se prépare la retraite, à bien analyser votre relevé de carrière pour voir s'il n'y a pas de trou. Et dans ce cas-là, il faudra que vous vous rapprochiez de la CRAM, excusez-moi, pour compléter toutes les périodes manquantes. Parce que ça ne se fait pas, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, c'est un petit peu long. Quand vous partez à la retraite, le dossier est vous ne pouvez pas ouvrir le dossier de départ à la retraite plus de 6 mois avant. D'accord? Donc, si vous devez commencer à reconstituer votre carrière, vous allez perdre un petit peu de temps avant la date de votre départ à la retraite. Donc, je vous conseille tous, quand vous allez avoir vos relevés, à jeter un coup d'œil à l'âge de 40 et 50 ans pour voir si tout est complet pour que lorsque vous devrez partir à la retraite, quel que soit l'âge, vous ayez plus ce souci derrière vous. Première chose. Deuxième chose, il y a aussi aux alentours de 40-50 ans, comme vous disiez, Nicolas, la possibilité ou pas de racheter des trimestres. Alors bon, je vous rappelle que si vous rachetez des trimestres, c'est déductible de votre BNC, d'accord, de votre bénéfice non commercial. Tout ça, si vous le faites, c'est dans le but d'avoir un taux plein pour départ à la retraite un peu plus tôt, qui vous permettra de partir plus rapidement. Donc, pensez-y, il faut se poser la question, réfléchir si le jeu en vaut la peine. Deuxième chose, en matière de retraite, avant de partir, passer sur le sujet du père,
il y a quelque chose, je ne connais pas l'âge des adhérents à votre communauté, mais il y a quelque chose de très important, c'est le cumul emploi-retraite. Il ne faut pas y passer à côté. Si vous avez des membres dans votre communauté qui ont plus de 67 ans, il faut qu'ils appliquent. Ils sont à taux plein, ces gens-là. Donc, il faut qu'ils prennent leur retraite. Ils peuvent faire le cumul emploi-retraite s'ils ont envie de continuer à travailler. Ça, franchement, c'est le conseil qu'il faut donner, hein. C'est très important. Et ensuite, si vous avez des membres qui sont à taux plein avant, disons à 64 ans, pourquoi pas, s'ils sont à taux plein, ils peuvent prendre leur retraite et continuer à travailler sans avoir à restituer leur pension. Par contre, s'ils n'ont pas le taux plein, effectivement, leur revenu BNC est plafonné à un PASS, c'est-à-dire à un plafond de la sécurité sociale. Alors, je ne sais plus à combien il est, mais ce n'est pas très conséquent. Donc, attention à cette notion de taux plein pour les cumuls emploi-retraite. Et pour ceux qui ont plus de 67 ans, il faut prendre la retraite pour bénéficier du versement de sa retraite et de la continuité de son activité, pendant la continuité de son activité. Alors ensuite, le PER fait l'objet de… C'est une contribution volontaire que vous pouvez déduire soit de votre déclaration 2035, soit de votre déclaration de revenus. Vous avez le choix sur les deux déclarations. Alors, c'est une contribution volontaire qui va diminuer votre base imposable de l'année. Donc, au taux marginal, si vous êtes imposé à 30%, ben, si vous mettez 10 000, ben, vous allez économiser 3 000 € d'impôt cette année-là. Attention, toutes les sommes placées sur un PER seront imposables au moment où vous toucherez la rente ou vous toucherez un capital. Vous avez possibilité avec le PER soit de le déclencher en une seule fois au départ à la retraite par un capital qui est débloqué, soit vous devez demander au versement d'une pension. Dans les deux cas, c'est fiscalisé. D'accord ? Alors, si vous êtes en tranche à 41 maintenant, ben, ça sera peut-être une bonne idée de faire du PER, une cotisation PER maintenant, sachant que quand vous serez à la retraite, vous serez certainement à une tranche inférieure. Alors déjà, il y aura un gain. La différence entre le taux marginal actuel et le taux marginal à la retraite. Et en plus, bon, ces produits-là, généralement, ils font des petits, ce qui vous permet d'avoir un complément de retraite. Alors, tous ces sujets-là, Nicolas, au cabinet, je vous l'ai dit, nous avons un service et vous pourrez faire un sujet avec mon collègue Simon, qui est beaucoup plus compétent que moi en matière de protection et de retraite que moi. Voilà. Super. Donc, pour les retraites, la CARMF, la réforme des retraites, la fin des régimes spéciaux, est-ce qu'il y a vous avez entendu parler de quelque chose au sujet de la CARMF ou… Je n'ai pas trop gratté à ce sujet-là, j'ai aucune information. Pour moi, ces régimes spéciaux continuent. Ça ne va pas être unifié. Donc, toutes les caisses de retraite, pour moi, elles vont continuer à vivre normalement. Voilà. Ça tourne, ça tourne. La question, c'est plus pour le fun, mais un comptable, pourquoi faire? Je pense qu'après vous avoir entendu, il n'y a plus trop de doutes. Euh, est-ce que on peut s'en sortir sans comptable? Alors, est-ce qu'on Alors, risque de faire des grosses bêtises? Alors, on peut s'en sortir comme comptable, oui, on va y passer beaucoup de temps, hein. Et en plus, moi, je suis bien placé pour vous le dire, la législation bouge, chaque année, il y a des nouveautés. D'ailleurs, je commence par ça lors des rendez-vous d'entretien lorsque je présente les bilans à mes clients. Est-ce qu'il vaut mieux passer énormément de temps pour faire sa déclaration, pour se documenter, pour ne pas faire de bêtises, et en plus on n'est pas très sûr de soi, ou passer un peu plus de temps auprès de ses patients, avoir un peu plus de chiffre d'affaires? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Ensuite, vous avez la garantie avec un expert comptable que les choses soient bien faites, et de manière, s'il les fait mal, il devra payer le pot cassé. D'accord? Donc, de ce côté-là. Mais ensuite, le rôle de l'expert comptable ne se limite pas à faire une déclaration, parce que c'est un peu réducteur, c'est ce que je vois souvent. Oui, c'est recettes-dépenses, etc. Non, il y a du conseil en permanence qui est donné. Moi, je le donne systématiquement lors
de la réception de mes clients, conseil sur les charges, qu'est-ce qu'il peut déduire. On peut parler, par exemple, à titre d'exemple, pour les médecins conventionnés secteur 1, qui font un abattement de 2%, mais qui mangent entre midi et 2, qui ne rentrent pas chez eux, ils ont droit à déduire les frais de repas, mais avec une franchise et un plafond. C'est quelque chose qui est méconnu, mais ça, vous voyez, c'est ce que le comptable peut fournir comme conseil. Et il y a bien d'autres charges qu'on peut déduire, et ça, le comptable est là pour vous aider. D'accord ? Ensuite, il est là aussi pour vous conseiller en matière de constitution d'une SCI, si vous devez acheter votre cabinet, par exemple, est-ce que je dois faire une SCI, est-ce que c'est une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, une SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est des questions, tout ça. Ça avec des répercussions très très lourdes au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le comptable qui connaît son sujet, qui va vous donner les informations. Et ensuite, dernière chose, c'est que c'est une source d'information permanente, l'expert comptable, et surtout, il a une obligation de conseil. Par exemple, pour ce qui est de la protection du professionnel libéral, est-ce qu'il est sa mutuelle, généralement, le professionnel libéral s'en est soucié, mais est-ce qu'au niveau prévoyance, il a fait le nécessaire? S'il n'a pas fait le nécessaire parce qu'il n'a pas envie ou qu'il a décidé de s'auto-garantir, il n'y a pas de problème, mais il faut que le professionnel comptable s'en soit inquiété. Voilà. Sinon, on pourrait lui reprocher. Par exemple, une personne qui a une longue maladie peut reprocher à son comptable de ne pas lui avoir fait souscrire un contrat de prévoyance. C'est arrivé. Voilà. Donc oui, puis chacun son métier. Hein. Moi, je peux aller aussi sur Internet voir comment je peux me soigner, ouvrir ma boîte, mon armoire à pharmacie, mais je suis sûr de me tromper. Impeccable. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Et une question, vraiment pour donner un ordre d'idée, un ordre de prix, un comptable, combien ça coûte par an, si on fait une fourchette assez large? Alors, comme Nicolas, c'est souvent du temps passé. Ouais. Tous les cabinets d'expertise comptable fonctionnent en termes de temps passé. Alors, ça dépend aussi de ce que vous demandez à faire à votre expert comptable et la qualité du travail des documents que vous lui apportez. Si c'est un foutoir immonde, si vous lui demandez de faire votre déclaration de revenus et vous avez pléthore d'immeubles parce que vous avez des locations, parce que vous avez ensuite vous lui demandez de faire votre IFI. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu à géométrie variable, quoi. Hein. Et puis il y a certains comptables qui vont se limiter à faire une déclaration 2035 assez low cost. Donc on va trouver des trucs à 800 000 euros hors taxe, si vous voulez. Et puis ensuite, bon, nous, ce n'est pas notre tasse de thé, parce que moi, vous avez bien compris que je fais un conseil global, à savoir, je fais l'impôt sur revenu, je fais le conseil, je regarde tout, et bien entendu, forcément, c'est plus cher. Alors, et puis ça dépend aussi du volume d'activité. Si vous avez une personne qui est juste remplaçant avec un petit volume, ou une personne qui a une très, très grosse activité, une spécialité avec une très, très grosse activité. Alors, on a à 800 euros, bon, la moyenne se situant aux alentours de 1500, 1800 euros hors taxe, on va dire, voilà. Et puis ensuite, bien entendu, ça peut se développer en fonction du volume, parce que plus il y en a de temps, plus j'espère qu'on ne passe de temps, bien entendu, plus il va vous facturer des honoraires. C'est tout à fait normal. Voilà. Je retiens qu'il faut que les factures soient bien classées et que… Ah ouais, ça c'est un préambule, hein, préalable. Alors, on passe sur les bonnes pratiques. Alors, je vous laisse peut-être les lister si vous voulez faire des Oui, commentaires au fur et à voilà. mesure. Alors, faire un pair, alors c'est surtout là pour tous les libéraux qui s'installent, dès l'installation, il faut faire appel à un professionnel qui les accompagne parce que je vois de mauvais choix des fois faits lors des installations. Moi, j'adore ça, faire les installations, c'est là où on donne le plus de conseils. Ensuite, être rigoureux et régulier dans son classement administratif. Il faut un petit peu chaque mois classer un petit peu ce document, les relevés bancaires avec les justificatifs derrière pour amener ça de manière assez propre à l'expert comptable. Bon, la mention entreprise individuelle obligatoire depuis le 15 mai 2022, voilà, je vous le rappelle. Pour les médecins secteur 1, vérifier l'opportunité d'appliquer l'abattement, comme je vous l'ai dit, 3% et groupe 3
avec la majoration du bénéfice de 10% pour les médecins secteur 1 adhérents à INAGA, comme je vous l'ai dit. Hein, ça, c'est à vérifier ou à poser la question à son expert comptable, s'il ne l'a pas fait. Ensuite, pour l'année 2023, bien penser rester adhérent si oui, pourquoi rester adhérent? Pour bénéficier du crédit d'impôt de 915 €, hein, pour ceux qui sont inférieurs à 72 600. Pour les autres, vous choisissez. Hein, si vous voulez être rassuré, vous y restez. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Par contre, pour 2023, tous ceux qui sont non adhérents et même les adhérents, hein, là, Nicolas, du coup, ça sera cumul des abattements pour tout le monde, hein, puisque là, il n'y a pas à y réfléchir. Hein, donc, faites attention à ça si vous faites votre déclaration tout seul. Hein, voilà. Et je crois qu'il y a une deuxième page, Nicolas. Et après, il y a une deuxième page, oui. Voilà. Pensez à amortir le fonds libéral pour les acquisitions jusqu'au 31 décembre 2025. Ça, c'est surtout pour les paramédicaux qui ont beaucoup d'achats de fonds, de droits de présentation. Attention, bien mesurer les répercussions du déconventionnement. On en a parlé aussi en termes de cotisations complémentaires et de perte d'abattement, hein, les abattements 2%, 3%, groupe 3. Voilà, la retraite, ne pas s'y prendre au dernier moment, penser au rachat, voire réfléchir, ça peut-être avec son conseil, justement, avec son comptable, ou avec son gestionnaire de patrimoine, ou si vous en avez un aussi. Pensez au cumul emploi-retraite, et puis voilà, en conclusion, l'expert comptable, un conseil tout au long de sa vie professionnelle. Okay. Super, bon, on est bon au niveau temps. Bon, Génial. Un grand merci d'avoir pris ce temps, un moment qui n'est pas forcément facile. Je pense que vous avez encore pas mal de clôtures de comptes. Donc, je commence à avoir les yeux un peu cernés, comme vous pouvez voilà, voir. bientôt les vacances. Merci beaucoup aux participants, aux spectateurs. J'espère avoir pu poser toutes vos questions au fur et à mesure. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain pour un nouveau live. On vous donnera le sujet dans les prochains jours. Et vous pourrez retrouver, pareil, dans les prochains jours, le replay de ce live-là avec les points principaux. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne journée.